Chers téléspectateurs, bienvenue en classe sur l'ORTM. Mes chers élèves de la 4e année TCA pour le BT2, nous sommes encore ensemble pour aborder le deuxième chapitre de la première partie de votre programme qu'on va intituler les coûts partiels. Alors, les coûts partiels correspondent à une évolution de la comptabilité analytique en tant qu'outil de gestion. Alors, cette évolution tient au fait que, actuellement, la finalité de la comptabilité se situe beaucoup plus au niveau du contrôle de gestion et de la recherche d'informations destinée à aider chaque responsable à prendre les décisions de gestion qui lui viennent. Ça veut dire que, de plus en plus, la comptabilité analytique va quitter le terrain du calcul du coût de revient et des résultats analytiques, qui va être désormais réservé à la méthode de coût complet, et va glisser sur un autre terrain qui est ce que l'on appelle le domaine du contrôle de gestion. Ici, il s'agit de faire rapidement des calculs qui permettent à chaque responsable de pouvoir bien élaborer les décisions de gestion qu'il doit prendre. Alors, ça demande beaucoup plus de la rapidité. Et alors, les calculs vont se faire uniquement avec les éléments de gestion qui ont un rapport avec le problème de gestion qui doit être élucidé, qui doit être éclairci. C'est pour cela que les coûts vont être calculés uniquement avec quelques éléments d'exploitation, à l'opposé de la méthode de coût complet, qui, cette méthode, exige que toutes les charges soient supportées toutes les charges supportées soient prises en compte pour le calcul des coûts. Ici, on va seulement retenir les quelques éléments pertinents, les quelques éléments qui permettent d'éclaircir la situation de gestion. C'est pourquoi on parle de coût partiel. Dans partiel, vous avez partie qui veut dire une seule partie. Donc, toutes les charges ne seront pas prises en compte, mais seulement quelques parties. Alors, l'analyse par coût partiel, donc cette nouvelle manière de calculer les coûts pour pouvoir répondre rapidement aux besoins d'éclaircir les situations pour les dirigeants afin qu'ils puissent prendre rapidement les décisions de gestion, cette méthode de coût partiel repose sur une notion fondamentale qui est la variabilité des charges. Alors, la variabilité des charges, on va en parler un peu. Alors, pour cela, on va prendre un exemple. L'exemple, c'est la production d'un bien qu'on va suivre dans un atelier. On a donc suivi la production de ce bien dans cet atelier. Et les unités, disons, les informations qu'on a recueillies sur ces observations sont présentées dans le tableau suivant. Alors, ici, l'activité de l'atelier est mesurée en heures de main-d'œuvre productive, c'est-à-dire en heures de main-d'œuvre effectuées pour réaliser la production. Alors, nous voulons suivre le comportement de 4 charges dans cet atelier, à savoir la consommation de matière, qu'on a mis ici matière, la main-d'œuvre directe, les amortissements et enfin les hautes charges. Alors, 5 niveaux d'activité ont été recueillis pour l'atelier. Le niveau d'activité de 4000 heures, le niveau d'activité 5000 heures, le niveau d'activité 6000 heures, le niveau d'activité 8000 heures et enfin le niveau d'activité 10 000 heures de travail. Alors, on dit de considérons donc les niveaux d'activité de 4000 à 6000 heures de travail. Alors, nous constatons pour la consommation de matière, le niveau d'activité est de 4000 et la consommation de matière s'élève à 16 000, la main-d'œuvre directe 20 000, les amortissements 30 000, les autres charges 8 000, ce qui donne un total de charges de 74 000. Alors, pour le niveau d'activité suivant, à savoir 5 000 heures travaillées, les matières consommées s'élèvent à 20 000,
la charge de main-d'œuvre directe s'élève à 25 000, les amortissements s'élèvent à 30 000, les autres charges s'élèvent à 8 500, ce qui fait un total de 83 500. Et pour le niveau d'activité 6 000, qui est la limite de notre observation, la consommation de matière s'élève à 24 000, les charges de main-d'œuvre directe s'élèvent à 30 000, les amortissements à 30 000, les autres charges s'élèvent à 9 000, ce qui fait un total de 93 000. Alors, nous allons faire des constats suivants. Alors, pour la consommation de matière, et regardons bien, pour le niveau d'activité 4 000, la consommation de matière est à 16 000. Pour le niveau d'activité 5 000, la consommation de matière monte à 20 000. Et pour le niveau d'activité 6 000, la consommation de matière monte à 24 000. On constate quoi? Plus le niveau d'activité augmente, on voit bien que la consommation de matière augmente aussi. Et si nous prenons la chose dans le sens inverse, c'est-à-dire quand nous quittons 6 000 niveaux d'activité pour aller à 5 000 niveaux d'activité, la consommation de matière quitte 24 000 pour aller à 20 000. Et quand on descend jusqu'à 4 000 niveaux d'activité, la consommation de matière baisse à 16 000. Donc, dans ce sens aussi, on va dire que quand le niveau d'activité baisse, la consommation de matière baisse. Alors, c'est le même constat ou la même chose pour la main-d'œuvre directe. Pour le niveau d'activité 4 000, la charge de main-d'œuvre directe est 20 000. Pour le niveau d'activité 5 000, la charge de main-d'œuvre est 25 000. Et pour le niveau d'activité 6 000, la charge de main-d'œuvre va à 30 000. Et en prenant la chose dans le sens inverse, comme l'autre fois, on voit bien que quand le niveau d'activité baisse, cette charge de main-d'œuvre directe aussi baisse. Alors, on va dire quoi? On va dire que ces deux types de charges-là augmentent quand l'activité augmente et diminuent quand l'activité diminue. Autrement dit, ces deux niveaux de charge, dans ces deux types de charges sont liés à l'activité. On va encore préciser davantage notre idée. Alors, en prenant le niveau d'activité 4 000 et la consommation de matière 16 000, et en divisant 16 000 par 4 000, nous trouvons 4. En reprenant la même démarche pour le niveau d'activité 5 000, à savoir 20 000 niveaux de la charge de matière, divisé par 5 000 le niveau d'activité, on trouve les mêmes 4. Et pour le dernier niveau d'activité, 24 000 sur 6 000, ça donne les mêmes 4. Alors, donc, cela nous rappelle cette notion de mathématiques qui veut dire que si deux grandeurs sont liées de cette manière, c'est-à-dire augmentent ensemble, diminuent ensemble, en gardant le même rapport entre les différents niveaux des deux grandeurs, alors ça pose le problème de proportionnalité. Donc on va donc dire ici que la consommation de matière et le niveau d'activité sont deux grandeurs proportionnelles. C'est la même chose pour la main-d'œuvre directe. Alors, le rapport entre les niveaux d'activité et les main-d'œuvre directes correspondantes sont 5. C'est-à-dire quand on fait la division comme on l'a fait avec la consommation de matière, en divisant le volume de la charge par le niveau d'activité, à chaque niveau, on trouve 5, 5, 5. Alors donc, 5 et 4 sont appelés quotients de proportionnalité. Maintenant, continuons à observer nos différentes charges. On en a parlé pour la main-d'œuvre directe et puis la matière. Maintenant, regardons du côté des amortissements. Alors, regardons, les amortissements sont de 30 000 pour le niveau d'activité 4 000, 30 000 pour le niveau d'activité 5 000 et 30 000 encore pour le niveau d'activité 6 000. Alors, cela voudrait dire quoi? Que les amortissements ne varient pas avec les changements de niveau d'activité ici. Quel que soit le niveau d'activité, les amortissements restent égaux à 30 000. Alors, ce constat va poser une question de comportement qu'on va préciser après.
Maintenant, allons-y pour la dernière charge, à savoir les autres charges. Alors, les autres charges quittent 8 000 pour le niveau d'activité 4 000, à 8 500 pour le niveau d'activité 5 000 et 9 000 pour le niveau d'activité 6 000. Alors, on sent ici une variation. Hein, et on peut donc être tenté également de vérifier si c'est la même chose pour que pour les deux premières charges, à savoir la matière et la main-d'œuvre directe. Donc on va diviser le volume de la charge par le niveau d'activité. Alors, quand on fait la division 8000 par 4000, on trouve 2. Mais pour le niveau d'activité suivant, 8500 divisé par 5000, ça c'est différent de 2. Alors c'est ça qu'on a marqué ici. 8000 sur 4, 4000 est différent de 8500 sur 5000. Alors cela voudrait dire que les hautes charges varient avec le niveau d'activité, mais il n'y a pas ici la proportionnalité. Parce que s'il y avait la proportionnalité, le rapport dans les deux cas devrait donner le même chiffre. Alors donc, on a fait le constat des différents comportements des différentes charges en faisant varier les niveaux d'activité. Et toutes ces observations, on va les réunir ici dans une série de définitions. Alors, d'abord, les charges qui varient proportionnellement à l'activité de l'entreprise, la consommation de matières et la main-d'œuvre directe. Elles sont appelées charges variables. Alors, ces charges variables sont des charges opérationnelles, c'est-à-dire des charges liées aux opérations de fonctionnement de l'entreprise. Alors, vous savez, chaque entreprise a son domaine de fonctionnement. Et les charges, les dépenses qui sont liées à ces opérations de fonctionnement sont très généralement des charges variables. Alors, un exemple, quand vous avez une activité de transport, vous prenez le carburant, vous faites beaucoup de voyages, alors ça veut dire que vous avez fait beaucoup d'activités. Alors, si le nombre d'activités augmente, si le nombre de voyages augmente, la consommation de carburant va naturellement augmenter. Et si vous avez fait peu de voyages, le soir, vous aurez un restant de carburant dans votre réservoir. Ça veut dire que la consommation a baissé. Alors donc, la consommation de carburant et l'activité que vous avez menée, qui est mesurée ici en nombre de voyages, montre bien qu'il y a une liaison de proportionnalité entre ces deux éléments-là. Alors, autre exemple de charges, des charges variables, prenez les consommations d'électricité pour une entreprise qui consomme de l'électricité. Par exemple, une vendeuse de bissap, une vendeuse de fruits à conserver au frais, et qui consomme de l'électricité. Quand il y a beaucoup d'activités, la consommation d'électricité augmente. Et quand il y a peu d'activités, la consommation d'électricité diminue. Ça, ce sont des exemples de charges variables ou de charges opérationnelles. Alors, le deuxième type de charges qu'on a vu, c'est les charges qui ont agi, disons, qui sont comme les amortissements, c'est-à-dire qui sont restés intacts, quels que soient les changements d'activité, quelles que soient les variations d'activité, l'amortissement est resté 30 000, 30 000, 30 000. Là, on parle d'une charge fixe, c'est fixé à 30 000. Alors, généralement, les charges fixes, ce sont des charges liées à la structure de l'entreprise. On parle ici des charges de structure. Alors, qu'est-ce que la structure de l'entreprise? C'est le dispositif permanent qui est là et qui permet d'assurer les opérations de l'entreprise. Donc, en comptabilité analytique, on aborde l'entreprise sous ces deux aspects différents. Il y a les opérations de l'entreprise et il y a la structure de l'entreprise. Alors, les charges liées à la structure, comme les amortissements, parce que qui parle de
structure parle de moyens, et les moyens matériels, par exemple, ce sont les immobilisations. Alors, la charge liée aux immobilisations, c'est ça qu'on appelle l'amortissement. Le mode d'amortissement qui est retenu ici, l'amortissement normal, c'est-à-dire l'amortissement linéaire. Alors, en amortissement linéaire, le volume de la charge ne varie pas d'un moment à l'autre. Alors, autre exemple de charge de structure, prenons par exemple le loyer. Quand une entreprise exerce son activité dans un local qui ne l'appartient pas, l'argent que l'entreprise paye au propriétaire de cet immeuble-là est une charge de structure. Alors, cette charge, elle est comment? Elle est invariable. Si vous êtes tombé sur un montant à payer à la fin de chaque mois, que vous faites beaucoup d'activités ou que vous faites moins d'activités, cela ne va enlever un seul franc au montant du loyer que vous devez payer. Donc là, c'est des charges qui ne sont pas liées à l'activité, qui ne varient pas avec l'activité, qui sont indépendantes de l'activité. Alors, maintenant, le cas des autres charges qui semblent être variées, mais sans être proportionnelles à l'activité. Au sujet de ces charges-là, on parle de charges semi-variables. Alors, ces charges semi-variables sont comme ça parce qu'elles contiennent une partie fixe et une partie variable. Par des calculs, on arrive même à les dissocier en ces deux parties. Alors donc, ces charges-là sont comme ça parce que il y a une partie là-dedans qui est fixe et une partie qui est variable. Quand vous prenez certains calculs de charges, vous avez un montant fixe et vous avez un montant variable. Maintenant, toujours dans ces définitions qui sont des conséquences qu'on a tirées de l'observation du tableau précédent, il y a la notion de structure de l'entreprise. Alors je disais tantôt que par structure de l'entreprise, il faut entendre le dispositif permanent qui est monté pour assurer l'activité de l'entreprise. Alors, ce dispositif, il est composé de l'ensemble des moyens humains, moyens matériels et organisationnels. Toujours dans les observations, nous avons des définitions. Il y a la notion de niveau d'activité. On a parlé des niveaux d'activité 4000, niveau d'activité 5000, niveau d'activité 6000, etc. Alors, ces niveaux d'activité correspondent à quoi? Ce sont des moyens, ce sont des expressions du volume des réalisations. Alors, cette expression du volume de réalisation réalisée par l'entreprise dépend du type d'entreprise. Par exemple, pour une entreprise commerciale, l'activité va pouvoir être mesurée par le chiffre d'affaires. Pour une entreprise de voyage, pour une entreprise de transport, l'activité va pouvoir être mesurée par exemple par le nombre de voyages réalisés. Et pour une entreprise qui produit, donc une entreprise de production, l'activité va pouvoir être mesurée par le nombre d'unités produites. Donc la mesure de l'activité, ce qui donne le niveau d'activité, cette mesure, cet instrument de mesurer l'activité va dépendre de la nature de l'entreprise. Alors, il y a également la notion de changement de structure. Alors, tout ça, ce sont des notions sur lesquelles nous reviendrons parce que nous sommes en train d'introduire un grand chapitre comme ça, les techniques d'analyse par coût partiel. Alors, ces techniques d'analyse par coût partiel utiliseront régulièrement ces notions qu'on est en train de définir comme cela. Donc, c'est le lieu de les annoncer pour que plus tard, ça ne devienne pas des éléments nouveaux pour vous. Alors, changement de structure. On a dit tout de suite que l'activité
de l'entreprise est mesuré par l'instrument des mesures de l'activité. Alors, quand cette activité augmente à un certain degré, on va parler de changement de structure. Parce que la première structure ne serait pas en mesure d'assurer l'activité de l'entreprise, d'assurer le fonctionnement de l'entreprise. Alors, j'ai pris l'exemple d'une école, une école qui, pour démarrer, a bénéficié de 100 élèves de la part de l'État, à un seul local dans lequel il y a des tableaux bancs, etc. Et sa structure à ce moment précis va se résumer à ce seul local, les tables bancs qui sont là-dedans, l'encadrement, à savoir un directeur des études, qui peut même servir souvent de directeur général et de directeur des études, et un surveillant. Alors, si cette même école obtient, quelques années après, 10 000 élèves de la part de l'État à former, alors il est évident que ces 10 000 élèves-là ne peuvent pas être formés sur la même structure qui a été utilisée pour former les 100 élèves. Alors naturellement, cette école va peut-être prendre un seul local qu'elle va appeler annexe. Il y aura un gardien pour cet annexe, il y aura un surveillant pour l'annexe, il y aura peut-être d'autres structures d'encadrement pour l'annexe. Donc la première structure devient incapable parce que le volume de l'activité a augmenté. Mais malheureusement, souvent, quand il y a un manque de marché aussi, l'entreprise n'a plus de marché, alors il y a souvent cassure de structure, mais cette fois-ci dans le mauvais sens. On va devoir réduire le champ d'activité de l'entreprise parce que il n'y a plus de marché. Alors, l'exemple qu'on peut prendre à ce niveau-là, c'est le cas d'un transporteur interurbain, par exemple, quelqu'un qui prend les passagers de Bamako pour les amener au nord, par exemple. Alors, avec ce djihadisme qui est arrivé, les gens ne viennent plus, les gens ont peur de faire le voyage, sauf quelques nécessités. Alors, en ce moment, il va être question de manque de marché. Alors, si cette entreprise au départ avait beaucoup de cars, elle va être obligée de réduire le nombre de cars, va être obligée de céder certaines immobilisations parce qu'il n'y a plus de marché. Donc, le changement de structure, soit c'est dans le bon sens, soit c'est dans le mauvais sens. En tout cas, c'est lorsque le niveau d'activité augmente de façon sensible ou bien diminue de façon sensible. Alors, on a également d'autres notions comme la question de changement d'activité, on en a parlé. Bon, dans les deux sens, n'est-ce pas? Maintenant, quel est le contenu essentiel à retenir dans cette notion de variabilité des charges? Il faut seulement retenir que les charges ont ces deux comportements possibles quand le niveau d'activité change. Alors, soit la charge est liée à l'activité. En ce moment, elle augmente quand l'activité augmente ou diminue quand l'activité diminue, en gardant une même proportionnalité qu'on va appeler le taux de proportionnalité, ou la charge est totalement insensible, totalement invariable au changement d'activité. Alors, dans ce cas, on va parler des charges de structure, des charges fixes. Alors, cela pose les jalons d'une idée fondamentalement intéressante dans les études de prévision. Les études de prévision ont pour but de faire des changements d'activité et de calculer à l'avance les coûts et les résultats prévisionnels. Alors, ça veut dire que toute
Les leçons dans lesquelles on va parler de prévision sont des leçons qui utiliseront sérieusement cette notion de variabilité des charges. Et effectivement, on a 3 grands thèmes à développer après, dans lesquels on parlera sérieusement de cette notion de variabilité des charges, à savoir la leçon sur les coûts préétablis, la leçon sur le seuil de rentabilité et la leçon sur l'imputation rationnelle des charges fixes. Alors, ceci sont des thèmes à développer dans un futur immédiat. Merci et à bientôt.